Lésion isolée du plan latéral. Collatéral, latéral. C'est quoi le pointeur? C'est le vert? Ah, c'est ça. Messieurs les modérateurs, mesdames, messieurs, on va parler de laxité latérale et postérolatérale. Donc ces traumatismes de cette région du genou, qui est la face cachée du genou, ça nécessite une attention particulière parce qu'on ne les connaît pas. Et on sait actuellement que la non-reconnaissance de ces lésions postérolatérales, c'est un échec à tous les coups sur une reconstruction, par exemple, du croisé antérieur, du croisé postérieur. Alors parlons de fréquence un petit peu. La fréquence des lésions postérolatérales associées à une rupture du ligament croisé antérieur, c'est environ 10% des genoux qu'on voit dans la vie quotidienne. Celles qui sont associées à une rupture du croisé postérieur, c'est un peu plus, c'est 27%. Et les lésions isolées, ce qui nous intéresse aujourd'hui, vous voyez que c'est 5,7% des entorses du genou global, donc c'est peu important. Il faut savoir que le nerf fibulaire, qui passe vraiment très très proche de ces structures anatomiques, on va le voir, est atteint dans 15% des cas. Alors, un peu d'anatomie, je vais vous ennuyer, mais cette région est relativement riche, en fait, avec ce ligament collatéral latéral que vous voyez ici. Ça, c'est le tibia, ça, c'est le fémur. Il faut vous imaginer ici la fibula, ici, à ce niveau-là, et ce nerf fibulaire commun qui vient croiser et cravater la tête de la fibula ici. Vous avez un tendon qui est relativement important, qui est le tendon du poplité, et ce ligament ici qui est relativement important aussi, qui est le poplitéo-fibulaire, et vous voyez ici le ménisque latéral qui est au centre de ce carrefour anatomique qui est relativement riche. Je ne vais pas vous ennuyer beaucoup avec l'anatomie plus que ça. Alors, tous les travaux biomécaniques indiquent que le ligament collatéral latéral, c'est la structure primaire qui va résister au varus, et ceci, quel que soit le degré de flexion du genou. Donc, vous avez ici des études, notamment anciennes d'Edgrood, mais qui restent toujours d'actualité, qui montre effectivement sur des sections séquentielles ce contrôle primaire qui résiste au varus. Le rôle du point d'angle postérolatéral, ça contrôle aussi la rotation externe tibiale. Et on sait actuellement que les structures postérolatérales, que sont le tendon du poplité, la capsule, le ligament poplitéo-fibulaire, vont contrôler la rotation tibiale latérale. Et cette augmentation est majeure à 30 degrés de flexion. C'est pour ça qu'il va falloir les rechercher à 30 degrés de flexion. On verra ça tout à l'heure sur la clinique. Alors, les ligaments croisés antérieurs et postérieurs vont être des stabilisateurs secondaires de cette rotation tibiale. Pour ça aussi que de temps en temps, on voit des augmentations qui peuvent survenir si vous avez des grosses laxités. Concernant la cicatrisation des éléments postérolatéraux, la PRAD a montré que chez le lapin, il n'y avait aucune possibilité de cicatrisation. Chez l'homme, c'est pas tout à fait la même chose. C'est seules les atteintes de grade 3, qui peuvent effectivement donner des problèmes. En conclusion, sur la biomécanique de ces lésions postérolatérales permet d'affiner l'examen clinique. Et on va dire qu'en cas de récurvatome asymétrique, vous allez pouvoir penser à une lésion de la coque condylienne postérolatérale. Si vous avez une laxité en varus, quel que soit le degré de flexion, vous allez penser plutôt à une atteinte du ligament collatéral latéral. Et enfin, si vous avez une augmentation de la rotation tibiale externe, vous allez penser plus à une atteinte du complexe poplité. Et le diagnostic, en fait, il est uniquement sur un faisceau d'arguments, en fait, avec tous ces tests que l'on va revoir là, et c'est l'association de la positivité de ces tests qui va vous faire penser à une atteinte postérolatérale. Alors, le testing en varus forcé, il faut le faire à 30 degrés et en extension, et à 30 degrés de flexion. Vous voyez ici sur un genou déverrouillé, une laxité en varus qui va être relativement importante et qui va vous permettre de tester ce ligament collatéral latéral. Et s'il y a une asymétrie par rapport au côté opposé, bien entendu, vous allez pouvoir parler à ce moment-là de laxité en varus. La rotation tibiale externe, moi je mets les patients sur le dos, c'est plus simple et en plus on les voit pas, c'est mieux. Donc vous avez à 90 degrés et à 30 degrés de flexion cette augmentation et on parle de différence de rotation significative si il y a une supériorité à 15 degrés par rapport au côté opposé. Vous avez ici ce test à 30 degrés de flexion et à 90 degrés de flexion où vous voyez l'augmentation de rotation externe du côté droit qui est pathologique.
Un autre test relativement important qui date de l'époque de Jack Houston dans les années 80, c'est ce récurvatum test de Houston. Vous prenez le patient par le gros orteil et vous le mettez en hyperextension. Et si vous avez un varus et une rotation externe qui apparaît, c'est positif et ça signe une atteinte du complexe postéro-latéral du genou. Là, vous avez dynamiquement chez un patient debout, vous voyez ici à gauche cette laxité postérolatérale qui se démasque lorsque vous demandez au patient de tendre le genou. Les autres tests dynamiques qu'on pourrait obtenir, c'est le reverse pivot shift ou le test de Bousquet, mais qui manque de sensibilité. Vous avez ici un reverse pivot shift positif. Vous voyez qu'on part d'une position en flexion, en valgus et contrainte en rotation externe. Et si vous amenez le genou en extension, vous avez ce reverse pivot shift qui n'est pas un pivot shift, mais vraiment un reverse. Les examens complémentaires, bien entendu, l'IRM, mais c'est un très mauvais examen en cas de laxité postérolatérale chronique. Là, c'est un cas aigu où c'est assez simple d'imaginer que le ligament collatéral latéral a complètement disparu sous l'effet des contraintes. Et il y a même aussi une petite atteinte méniscale. Et en chronique, pour moi, c'est vraiment l'apanage des clichés sous contrainte avec un télose bien fait. Vous avez ici l'atteinte du compartiment postérolatéral externe par rapport au compartiment contralatéral. Et si vous affinez et vous grossissez vos radios, vous voyez qu'ici, il s'est passé quand même des choses puisqu'on a une séquelle de fracture osseuse de cette partie postérolatérale qui signe l'atteinte ligamentaire. Alors, les échelles d'évaluation des lésions du coin d'angle postérolatéral sont relativement précises maintenant. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout la classification de la PRAD, où vous voyez que l'augmentation par rapport au côté opposé est peu importante. 2,7 mm, c'est pas grand-chose. Pour les radiologues, ils vous mesurent ça sans problème et ça signe l'atteinte, effectivement, du complexe postérolatéral. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a une entorse du point d'angle postérolatéral? On va distinguer les entorses récentes des entorses ou des laxités chroniques. Les entorses récentes, c'est essentiellement, il y a trois types d'opérations, soit une suture directe, soit un accourcissement, soit une reconstruction ou plastie. Actuellement, c'est clair dans la littérature et pour tous les gens qui s'occupent de ce type de laxité, faut faire des reconstructions ou même des plasties ligamentaires, le reste, ça tient pas. La suture directe d'un ligament collatéral latéral, ça ne tient pas. L'accourcissement, comme on l'a eu fait dans le temps, ça ne tient pas non plus et c'est pas logique parce que on modifie en fait l'anatomie et c'est pas logique. Il faut faire des reconstructions avec des plasties ligamentaires solides anatomiques. En cas de laxité chronique, il faut considérer l'alignement du membre. Et Albert Tria, à Lyon, disait que s'il y avait un varus, la meilleure des opérations pour les laxités postérolatérales, c'est l'ostéotomie tibiale. Et bien en 2020, ça persiste. Il faut faire des ostéotomies tibiales. Ça va vous paraître curieux de toucher à l'os pour un problème ligamentaire, mais c'est la meilleure des opérations. Et bien sûr, il faut y adjoindre les plasties ligamentaires qui adressent effectivement les problèmes avec des reconstructions du ligament collatéral latéral, du poplité, et des reconstructions anatomique de préférence, de façon à éviter tout problème. En conclusion, le problème essentiel de ces lésions, c'est de savoir les identifier. Donc vous avez compris que l'examen clinique, c'était votre meilleur atout. Il faut vraiment retenir les signes que je vous ai montrés pour pouvoir les dépister et surtout savoir y penser devant un genou traumatique ou devant quelque chose de chronique. L'examen clinique, bon, bien sûr l'IRM, et vous avez vu qu'en chronique, c'est pas terrible, et le traitement chirurgical pour les lésions latérales, plastie ligamentaire en urgence, ostéotomie tibiale de vaginisation ou normocorrection et plastie ligamentaire dans les phases chroniques. Je vous remercie de votre attention. Question. Je crois que tu as bien fait de souligner que le problème, c'est de les trouver en urgence. Et dans quel délai? Pour toi, l'urgence qui permet une réparation de type urgence, c'est combien de temps? 3 à 6 semaines, il ne faut pas dépasser 6 semaines parce qu'après on passe un petit peu dans le chronique. Le chronique, on va dire c'est 3 mois, mais si je dois les réparer, c'est 3 à 6 semaines. Pour des atteintes partielles, sans croiser par exemple du LCL et ou poplité, c'est difficile de faire la part des choses. Autant le LCL on arrive à le voir, autant quand il y a du poplité ou du point d'angle c'est difficile, même l'imagerie. C'est chirurgical aussi?
Si c'est une atteinte partielle avec un genou qui tient quand même un grade 1 ou un grade 2, non, on peut obtenir une cicatrisation par une immobilisation sans appui à ce moment-là, parce que je vous rappelle que l'appui, ça décoapte, donc c'est pas bon. Par contre, si c'est un grade 3, c'est-à-dire que s'il y a vraiment une décoaptation, s'il y a vraiment des éléments anormaux, cliniques ou radiographiques, il faut aller vers le traitement chirurgical. Même un LCL isolé, complet, ouais. c'est cher. Ah, complet? Complet? Non, complet, vous m'avez dit partiel. Ouais, si c'est partiel, on va vers le traitement orthopédique. Si c'est complet, traitement chirurgical. Ouais, mais il peut y avoir dans le LCL plus ou moins le poplité. Quand vous parlez du point d'angle postéro-externe, il y a plusieurs éléments. Bien sûr. Une atteinte partielle du point d'angle, il peut y avoir par exemple un LCL complet avec le reste du point d'angle qui tient à peu près. Bon, s'il y a une des structures qui est rompue complètement, il faut aller vers le traitement chirurgical. Il ne faut pas se poser de questions parce que ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire qu'il faut essayer de faire un petit peu structure par structure. Des fois, c'est difficile en urgence d'avoir vraiment un bon bilan anatomique et vous ne pouvez l'avoir qu'au bloc opératoire, ce bilan, et donc c'est donc déjà à ciel ouvert. Mais si vous avez une des structures du point d'angle qui est rompue complètement, il faut aller vers le traitement chirurgical indéniablement. Oui, est-ce qu'il y a des ruptures que du poplité, par exemple? Parce que le LCL, c'est sûr, il faut l'opérer s'il est complet, d'accord, c'est bien clair, mais c'est encore plus rare, ce genre de truc. Oui, le poplité, c'est très rare, très rare. Ouais. Je crois que ça met quand même en exergue un test qu'on ne fait jamais, ou jamais assez, c'est de mettre les gens sur le ventre et de regarder la rotation externe. Or ça, on peut le faire sur n'importe quel genou. Tout à fait. Et donc c'est un test qui est facile. Le varus, je pense vraiment qu'on peut mettre du varus en position couturier. Ils ont très mal au genou, ils sont comme ça. Et ben le ligament externe, vous le palpez en les mettant en couturier, donc on y arrive. Donc palper le ligament externe, on y arrive toujours. Toujours. Faire de la rotation externe, on y arrive toujours. Donc c'est dommage qu'on en loupe autant. Parce qu'on a les moyens quand même cliniquement de le faire. Cliniquement, oui, il y a des tests que je vous ai montrés qui sont pas mal. Hein. Ouais. Quand tu as une atteinte conjointe du plan postérolatéral ou latéral avec un croisé antérieur, sur le délai, est-ce que tu penses qu'il y a un intérêt à les envoyer quand même un peu en rééducation pour qu'ils récupèrent un petit peu le quadri, un peu de mobilité avant de les opérer, ou tu les mets au bloc dans les 15 jours? Il faut les mettre au bloc très rapidement. L'atteinte concomitante d'un des croisés, en fait, est péjoratif pour l'évolution. Donc je crois que les meilleurs résultats sont en urgence, donc ça ne sert à rien d'attendre la récupération de la mobilité. Il faut les mettre rapidement au bloc, leur faire effectivement le croisé antérieur et le plan externe, et puis les mettre ensuite en rééducation. Ils récupèrent très bien en général, c'est malade. Hein. D'accord, merci.